Bonsoir et bienvenue à tous ceux qui regardent en direct et aussi en replay. Aujourd'hui, nous avons une très grande journée, super importante. Donc, nous allons directement commencer avec l'article que je viens juste de publier par rapport à ce live-là. Et puis, par la suite, on va parler de certaines choses. Du coup, l'article s'appelle « L'heure du réveil a sonné pour tous ». Tout en haut, vous trouverez le live comme d'habitude. Donc, la caution de Ghislaine Maxwell a été refusée cette nuit. La caution permet à un accusé d'attendre le jour de son jugement en étant libre. Dans le cas de Ghislaine Maxwell, je vais agrandir un peu. Dans le cas de Ghislaine Maxwell, le juge a précisé que la combinaison de la gravité des crimes, la durée potentielle de la sentence, la force du dossier de l'État à ce point, les connexions à l'étranger et les ressources financières conséquentes du défendant créent à la fois le motif et l'opportunité pour ce dernier de pouvoir s'échapper. Ghislaine Maxwell va rester en prison jusqu'à son jugement. Donc, on va regarder cette vidéo-là. Parce qu'en fait, c'est comme ça qu'arrivent les malentendus. Les gens, ils attendent, le public attend en général qu'il y ait quelque chose de majeur et que les médias en parlent, etc. Les gars, les médias, ils ne vont pas en parler. En tout cas, ils ne vont pas lui donner l'importance que ce sujet mérite. C'est une évidence, ils sont rangés du mauvais côté. D'accord? Donc là, cette petite information qui a été traduite grâce à Pangolin au dernier moment, il vient juste de le publier, nous allons voir que c'est présenté pas comme quelque chose d'incroyable en fait. Pourtant, si on se met du côté de l'image globale et de l'échiquier mondial, on comprend tout de suite l'importance de ce qui vient d'être dit. Donc, regardons la vidéo tous ensemble et on avance. Les risques sont tout simplement trop grands. Ce sont les mots du juge refusant ce soir la caution à Ghislaine Maxwell, ancienne petite amie et complice présumée du trafiquant sexuel Jeffrey Epstein. Madame Maxwell a plaidé non coupable à l'audience par liaison vidéo. Accusée, elle a aidé à recruter et manipuler des mineurs dès l'âge de 14 ans et elle passera l'année prochaine en prison en attendant son procès le 12 juillet 2021. Ses avocats avaient offert une caution allant jusqu'à 4 millions de livres et ont fait valoir que le coronavirus pourrait mettre sa vie en danger derrière les barreaux. Ce soir, le juge a déclaré qu'aucune combinaison ne pourrait raisonnablement assurer sa présence au tribunal si une caution était accordée. Notre correspondant américain David Grossman nous rejoint de Washington. David, était-ce attendu ? Eh bien, la présomption légale, Émilie, dans un cas comme celui-ci impliquant la prédation sexuelle sur mineur, une prédation sexuelle présumée sur mineur, est que la caution sera refusée. Et ajoutez à cela que le gouvernement a soutenu qu'il y avait un risque de fuite exceptionnel dans cette affaire. Ils ont donné de nouveaux détails sur Ghislaine Maxwell. Ils ont dit que lorsqu'elle a acheté la propriété dans le New Hampshire, où elle a finalement été arrêtée, elle l'a fait par le biais d'une entreprise et a utilisé un faux nom de Jane Marshall avec les agents immobiliers. Maintenant, son équipe juridique, l'équipe juridique de Ghislaine Maxwell, a déclaré qu'il s'agissait d'essayer d'échapper à la détection de la presse, à la détection du public. Mais le gouvernement a déclaré, les procureurs de l'affaire ont déclaré que lorsque le FBI est entré dans la propriété, ils ont vu Maxwell par les fenêtres latérales de la porte. Mais au lieu de les laisser rentrer, ils se sont enfuis dans une autre pièce. Et lorsqu'ils sont entrés, en enfonçant la porte d'entrée, ils ont découvert que Ghislaine Maxwell avait enveloppé son téléphone portable dans du papier aluminium, dans ce qu'ils ont décrit comme une tentative d'échapper à la détection par le gouvernement, pas par la presse ou le public. Fascinant. Nous avons entendu beaucoup d'arguments juridiques aujourd'hui, joints à l'audience de mise en liberté sous caution. Mais il y a eu un moment très émouvant où nous avons entendu une victime présumée qui a également parlé. Oui, une dame nommée Annie Farmer qui a donné son avis quant à savoir si Ghislaine Maxwell devait être libérée sous caution ou non. C'est ce qu'elle a de nouveau dit au tribunal par vidéoconférence. Elle a dit « J'ai rencontré Ghislaine Maxwell quand j'avais 16 ans. C'était une prédatrice sexuelle qui me manipulait et elle me maltraitait ainsi que d'innombrables autres enfants et jeunes femmes. » Elle a poursuivi « Nous ne savons pas combien de personnes ont été victimes de Ghislaine Maxwell, mais ceux d'entre nous qui ont survécu implorent ce tribunal de la détenir jusqu'à ce qu'elle soit forcée de subir son procès et de répondre de ses crimes. »
En fin de compte, le juge a accepté ça. Elle a déclaré que, bien sûr, Ghislaine Maxwell avait la présomption absolue d'innocence dans cette affaire avant qu'elle ne soit jugée. Elle a dit que la combinaison, c'est le juge Alison G. Nathan, elle a dit que la combinaison de la gravité des crimes, de la durée potentielle de la peine, de la solidité de l'affaire du gouvernement à ce stade, des connexions à l'étranger et les ressources financières substantielles des accusés, tout ceci crée à la fois le motif et la possibilité de fuir. Que se passe-t-il maintenant? Eh bien, les choses évolueront plutôt lentement. Le gouvernement a jusqu'en novembre pour présenter toutes les preuves dont il dispose à l'équipe juridique de Ghislaine Maxwell dans le cadre du processus de divulgation. La date du procès, comme vous l'avez dit, est fixée au 12 juillet de l'année prochaine. Et depuis, nous savons maintenant que Ghislaine Maxwell sera détenue au Metropolitan Detention Center de... Allez voir la version complète sur la chaîne du fils de Pangolin. Et encore merci à lui pour cette traduction qui vient juste de publier, justement pour ce live. Ce qu'on vient d'entendre là, est-ce que vous avez compris ce qu'il vient de dire? On va réécouter le passage qui est réellement important. Pour présenter toutes les preuves dont il dispose. Les choses évolueront plutôt lentement. Le gouvernement a jusqu'en novembre pour présenter toutes les preuves dont il dispose à l'équipe juridique de Ghislaine Maxwell dans le cadre du processus de divulgation. Dans le cadre du processus de divulgation. D'accord? Donc, jusqu'en novembre, l'État, il sera obligé de présenter tout ce qu'il possède contre Ghislaine Maxwell. Si vous vous rappelez, hier, quand on a parlé de Jeff Sessions, on a vu qu'en fait, le dossier Epstein, il est en train d'être étudié depuis très longtemps. Il y a pas très longtemps, on avait vu aussi, quand on a parlé du FBI qui a officiellement déclaré la guerre à la pédophilie, on avait vu aussi que, comment je peux dire ça, le dossier de Ghislaine Maxwell, ce n'est que le début d'un très grand dossier qui s'appelle Epstein, le dossier Epstein. Donc, Ghislaine, c'est la porte d'entrée. D'accord? Donc, les révélations vont devoir être faites d'ici novembre. Donc, déjà, avec Ghislaine Maxwell, il y a beaucoup de noms importants qui sont impliqués. On le sait. Le prince Andrew, enfin, il y a tous les noms qui vont sortir. Pourquoi? Parce que Ghislaine Maxwell et Jeffrey Epstein, c'est la même affaire. Donc, là, en gros, si on prend toutes les choses ensemble, ok, on a Q qui part en silence, d'accord? Il se tait. Ça fait 12 jours qu'il n'a rien publié, 13 peut-être. De l'autre côté, on a le Where we go one, we go all du général Flynn. De l'autre côté, on a eu le tweet de Jeff Sessions, comme on a vu hier soir. Et une heure après le live qu'on a fait, ici, il y a eu ça qui est sorti. Et ça, pour moi, c'est la nouvelle qu'on attendait. C'est juste, comme les médias, ils sont du mauvais côté, bien évidemment, ils ne vont pas parler de ça. Mais concrètement, ce qu'il vient d'annoncer là, c'est qu'il va avoir la révélation officielle de tous les éléments du dossier Jeffrey Epstein. Voilà. Qui remettront en cause Jeffrey Epstein et toutes les personnes qui sont liées avec. D'ici novembre. Qu'est-ce qu'il y a en novembre? Les élections. Maintenant, du coup, on peut comprendre pourquoi nous avons eu le tweet de Jeff Sessions, c'est le procureur qui s'est occupé de l'affaire Epstein. Pourquoi on a eu son tweet qui disait moins de 24 heures jusqu'aux élections, alors que les élections, elles sont en novembre. C'est parce que ça vient de sceller définitivement la victoire de Trump. Parce que pendant toute cette histoire, il va y avoir beaucoup de noms de démocrates qui vont apparaître dans le dossier. D'accord? Donc, c'est annoncé officiellement. Donc, on continue avec l'article. Cette décision a une autre conséquence. L'État a jusqu'en novembre pour présenter tous les éléments et les preuves qu'il possède aux avocats du défendant dans un processus nommé divulgation. Donc, décèlement. Rappelez-vous du post 3385. On a parlé hier, c'est le post justement qui explique que Jeff Sessions, ça fait un moment qu'il s'occupe du dossier Epstein. D'accord? Et ils ont créé tout un scénario pour induire les gens et l'État profond en erreur, pour les faire croire qu'en fait, non, il ne va pas avoir d'investigation. En fait, si.
il investiguait en arrière-plan, il investiguait secrètement. D'accord? Et du coup, cette investigation, elle a été très profonde. Au moment où ils l'ont arrêté, ils avaient déjà tout contre lui. Ils n'ont pas attendu de l'arrêter pour ensuite trouver. Au moment où ils ont arrêté Ghislaine Maxwell, en fait, tout ça, ce sont des mises en scène pour préparer l'opinion publique à ce qui arrive. D'accord? Cela annonce officiellement le début de la tempête, la fameuse tempête. Maintenant, les gars, c'est là où le vent se lève, la pluie commence, la grêle et tout le merdier, quoi. D'accord? C'est pour ça qu'il est très important que nous soyons prêts. D'ailleurs, s'il vous plaît, cliquez sur like et partagez cette vidéo parce qu'il faut qu'un maximum de monde soit conscient de ce qui arrive. D'accord? Et sinon, allez sur le site chercher cet article sur 17.com, prenez cet article et partagez-le. D'accord? Il apporte suffisamment d'éléments et par la suite, moi, je serai là pour continuer à vous maintenir au courant de ce qui se passe. Mais l'information, la véritable information sera de plus en plus difficile à trouver. D'accord? Parce qu'il va y avoir deux choses. Il va y avoir la désinformation d'un côté et de l'autre côté, il va y avoir les mouvements d'échec de la part de Q et de l'Alliance. Donc, ils vont nous faire croire des choses pour induire l'État profond en erreur, mais du coup, ils vont nous aussi nous induire en erreur. Vous comprenez? Ce qu'il faut garder en tête maintenant, c'est la sortie du tunnel. Toujours quand il y a perte de contrôle du véhicule, fixe la sortie. C'est ce qu'ils t'apprennent à l'auto-école. Pourquoi? Parce que statistiquement, c'est là où tu regardes, c'est là où tu finis. Donc, gardons les yeux du côté de la lumière. Continuons. Soldats numériques, le temps est venu. Les révélations vont commencer progressivement. L'affaire Maxwell est le début de l'affaire Epstein, une affaire centrale qui nous conduira jusqu'en haut de l'État profond et leurs patrons satanistes qui commettent des abominations depuis bien trop longtemps. Les révélations seront bibliques. Gardons ça en tête. Dans les semaines, mois à venir, il est extrêmement important de ne pas oublier le jeu d'échecs. Quoi qu'il arrive, quoi que vous entendez, quoi qu'il se passe en France, n'oubliez pas, gardez les yeux vers la lumière, nous allons y arriver. C'est clair? Mais Léo, comment tu peux être aussi sûr? Je peux très bien comprendre les doutes qui persistent, surtout dans le contexte actuel où notre obéissance est testée avec l'obligation de porter un masque. D'accord? C'est de ça qu'il s'agit. Notre obéissance est testée. Il n'y a plus de danger. Toutes les chartes le disent et tous les faits sont clairs. Alors pourquoi nous forcer à porter un masque? La réponse est donnée par Alexis Cosette-Trudel dans sa vidéo d'hier soir, 14h07, que je vous invite à regarder. Donc, on va aller dans la vidéo d'Alexis et on va directement choper à 11 minutes 30. C'est le petit bout qui m'intéresse. Je rappelle qu'il n'y a jamais eu de deuxième vague de coronavirus. OK? Donc, on nous parle d'une deuxième vague, ça n'a jamais existé. Donc, là, maintenant, on l'utilise, on impose le masque alors que le virus a pratiquement disparu. On utilise des faux cas pour justifier ça. Mais le fait de l'imposer maintenant, ce que ça produit, c'est que, ben, regardons ici la question, le Mad Pharmacist sur Twitter. Question François Legault. Si le port du masque devient obligatoire alors que les courbes de décès, hospitalisation et cas sont tellement aplaties qu'elles n'existent plus, quels seront exactement les critères et données précises qui permettront l'abandon de cette mesure? Si on impose le masque alors qu'il n'y a plus rien, c'est quoi le critère pour enlever le masque? Il n'y en a plus de critères pour enlever le masque. On ne peut plus retomber. On ne peut plus dire « Ah, c'est terminé » parce qu'on impose le masque au moment où est-ce que c'est terminé. Comprenez la logique perverse là-dedans? Il y a plus à partir du moment où on impose le masque, quand il n'y a plus rien, ben, il n'y a plus aucun moment dans le futur où on va pouvoir dire bah, ben, c'est terminé, le danger est passé, on peut enlever le masque. Ouais. Alors, donc, tout ça, c'est pour créer une norme sociale à long terme. Okay? On ne veut pas de fin au masque. On veut un masque pendant 1 an, 2 ans, 3 ans et potentiellement à jamais. Hein? C'est le docteur Vadeboncoeur qui l'a dit ici.
On veut construire une norme sociale avec le masque. Hein? Je vous ai montré la dernière fois aussi les chercheurs en Angleterre qui disent que ne pas porter de masque en public devrait être considéré comme conduire en état d'ébriété. Donc, c'est toute la question de la norme sociale. OK? OK. Est-ce que vous comprenez? Là, il s'agit vraiment... Rappelez-vous, les attentats terroristes, d'accord? Il y a le 11 septembre, il y a le Patriot Act, qui est une suite de lois liberticides qui ont été mises en place pendant l'état d'urgence qui a suivi les attentats, sauf que le Patriot Act est resté. On a eu les attentats en France, on a eu une série de lois liberticides comme réaction aux attentats terroristes, et ces lois, elles sont toujours là. Alors que le risque, il a été réduit. On ne parle plus trop de ça. Donc là, ils essayent de faire la même chose avec le masque. Ils utilisent le Covid pour créer le contexte, pour nous forcer à porter un masque. Et ensuite, ils testent en fait, ils nous testent. C'est-à-dire, si on arrive au point où on porte un masque, même quand tous les faits, tout ce qu'on voit dit que le virus, c'est fini, ça veut dire qu'on porte un masque parce qu'on nous le dit, pas parce que c'est nécessaire. Et c'est un acte de soumission. Et pendant qu'il nous oblige à porter ce masque pour des raisons qui n'ont rien à voir avec la santé, Emmanuel Macron se promène pour le 14 juillet sans masque, entouré de gardes qui ne portent pas de masque et ne respectent pas la distanciation sociale. D'accord? On a la vidéo complète ici, on va regarder un petit bout là. Hier, en fin d'après-midi, que le... Il n'a pas de masque. Ces gardes, ils n'ont pas de masque. D'accord? Vous comprenez? 14 juillet, hein, ça c'est d'hier. Donc, on ne va pas regarder plus pour éviter de se faire sauter la vidéo par eux. Regardez le même jour, qu'est-ce que disait ce gars? Dans les prochaines semaines, le port du masque sera obligatoire dans tous les lieux publics clos. Donc, en fait, si c'est une telle urgence, lui, là, c'est le président, donc on devrait le protéger. Les gens autour de lui devraient porter un masque, même si on est à l'extérieur. C'est le président d'une superpuissance. Comment ça se fait qu'il n'en a rien à foutre du virus, lui? Alors que nous, on doit porter un masque. Et il nous balance ça au même moment, quoi. Et que dire du fait que le 6 juillet 2020, Éric Dupond-Moretti est nommé ministre de la Justice au sein du gouvernement Jean Castex sous la présidence d'Emmanuel Macron, placé tout là-haut par et pour les Rothschild. En gros, nous avons l'avocat qui a défendu les pédophiles dans l'affaire Outreau, qui a été placé dans la position du ministre de la Justice. L'avocat des pédophiles est ministre de la Justice en France, vous comprenez? Vous comprenez pourquoi je ne perds pas mon temps avec la France? J'ai beaucoup de respect. Là, quand je dis France, je parle d'eux, hein, parce que la France comme pays et les Français, c'est quelque chose de merveilleux, magnifique, exceptionnel. La culture, le passé, l'histoire, tout. Eux, quand je parle de France dans ce contexte, c'est cela qui décide pour la France. D'accord? Donc oui, je peux comprendre que tout pousse à croire qu'en France, on est coincé, mais c'est faux. L'affaire Outreau, Dupond-Moretti, Macron, Covid, port du masque obligatoire, tout cela n'est qu'un des nombreux détails du plan de l'État profond. Toutes ces choses-là, elles sont liées. Voici une manière qui peut vous aider à comprendre mieux. Imaginez que les nazis ont gagné la guerre et qu'ils se sont installés partout en Europe et en Amérique. La tête, la poche et le bras armé des nazis est installé aux États-Unis. Et depuis là-bas, ils contrôlent l'Europe. Dans ce contexte, ça ne change strictement rien si le président français s'appelle Pierre-Paul ou Jacques, puisque dans tous les cas, il est sous le contrôle des nazis. Par contre, si la tête des nazis aux États-Unis tombe, le reste tombera avec. Cet exemple est bien plus proche de la réalité que ce qu'on peut imaginer. Les nazis sont en train de tomber aux États-Unis et vont disparaître complètement dans les mois à venir.
Malheureusement, ils contrôlent la presse et ils ont encore un peu de pouvoir sur l'opinion publique, mais leur fin est proche. C'est une évidence. Regardez cette intervention de Ricky Gervais pour les Golden Globes 2020 pour avoir une idée du contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui, ok? À quel point la vérité, elle n'est plus très difficile à voir. Sous-titrage grâce à Miniver. Allez vous abonner sur sa chaîne. Hein. Je vous laisse apprécier, puis je vous expliquerai un peu qui est quoi en fait. I mean, Kevin Hart was fired from the Oscars because of some offensive tweets. Hello? Donc lui, c'est quelqu'un qui fait des tweets très agressifs en fait. Et Kevin Hart, c'est aussi un comédien qui est petit, il est noir. Et donc du coup, lui, il a été viré. Par contre, lui, qui est vraiment, il y va fort, hein, lui, il n'a pas été viré. Petit message. Lucky for me, the Hollywood Foreign Press can barely speak English. And they've no idea what Twitter is. So I got offered this gig by fax. So let's go out with a bang. Let's have a laugh at your expense, shall we? Remember, they're just jokes. We're all going to die soon, and there's no sequel. So, yeah, remember that. But you all look lovely, all dolled up. You came here in your limos. I came here in a limo tonight, and the license plate was made by Felicity Huffman. So... Alors, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, Felicity Huffman, c'est une des actrices qui a joué notamment dans Desperate Housewives. Et en fait, l'actrice, elle a payé une école pour qu'il donne à sa fille un faux diplôme. Donc, elle a profité de son statut d'actrice, etc. Et puis, elle a créé l'illusion que sa fille est quelqu'un avec un diplôme, alors qu'en fait, elle a acheté le diplôme. No. Shush. It's her daughter I feel sorry for, okay? That must be the most embarrassing thing that's ever happened to her. And her dad was in Wild Hogs. So, but tonight isn't just about the people in front of the camera. In this room are some of the most important TV and film executives in the world. People from every background, but they all have one thing in common. They're all terrified of Ronan Farrow. Ronan Farrow, c'est le gars qui a fait les investigations sur Harvey Weinstein. Ok, c'est le gars qui avait Miramax et qui produisait beaucoup de films et qui s'est avéré être quelqu'un d'atroce. Ronan Farrow, c'est celui qui a fait tomber Harvey Weinstein. Ok? He's coming for you. He's coming for you. Il vient pour vous. Look, talking of all you perverts, it was a big year. It was a big year for paedophile movies. Surviving R. Kelly, Leaving Neverland, Two Popes. Shut up. Shut up. I don't care. I don't care. Il y va. Hein? Many talented people of color were snubbed in major categories. Unfortunately, there's nothing we can do about that. The Hollywood Foreign Press are all very, very racist. So, fifth time. So, we were going to do an in memoriam this year, but when I saw the list of people that had died, it wasn't diverse enough. It just, no. It was mostly white people. And I thought, nah, not on my watch. So, no one cares about movies anymore. No one goes to the cinema. No one really watches network TV. Everyone's watching Netflix. This show should just be me coming out going, well done, Netflix, you win everything. Good night. But no, we got to drag it out for 3 hours. You could binge watch the entire first season of Afterlife instead of watching this show. That's a show about a man who wants to kill himself because his wife dies of cancer. And it's still more fun than this, okay? Spoiler alert, season 2 is on the way. So in the end, he obviously didn't kill himself. Just like Jeffrey Epstein. Shut up. I know he's your friend, but I don't care. Vous entendez ce qu'il vient de lâcher là en public devant les caméras, devant tout le monde? Que Jeffrey Epstein ne s'est pas suicidé, sous-entendant il s'est fait assassiner par les Clinton. Rien à voir avec Trump. Les Clinton, parce que c'est les Clinton qui sont en danger avec Epstein, avec l'affaire Epstein. Et il leur dit aussi, taisez-vous, taisez-vous, je sais qu'il est votre ami, mais je m'en fiche. Il parle à tous les stars de Hollywood là. Hein.
Il dit, je sais que vous êtes tous ses amis à Jeffrey Epstein, mais j'en ai rien à foutre. You had to make your own way here in your own plane, didn't you? Right, all the best actors have jumped to Netflix and HBO, you know. And the actors who just do Hollywood movies now do fantasy adventure nonsense. They wear masks and capes and really tight costumes. Their job isn't acting anymore. It's going to the gym twice a day and taking steroids, really. Have we got an award for most ripped junkie? No. It's the last time, who cares? Oh. Apple roared into the TV game with a morning show, a superb drama, yeah. A superb drama about the importance of dignity and doing the right thing, made by a company that runs sweatshops in China. So, well, you say you're woke, but the companies you work for, I mean, unbelievable. Apple, Amazon, Disney. If ISIS started a streaming service, you'd call your agent, wouldn't you? So, if you do win an award tonight, don't use it as a platform to make a political speech, right? You're in no position to lecture the public about anything. You know nothing about the real world. Most of you spent less time in school than Greta Thunberg. So, if you win, right, come up, accept your little award, thank your agent and your God, and fuck off, okay? So... C'est ça le truc, il faut qu'on arrête de suivre cette idée de on suit les stars, quoi. Knives Out has 3 ça, c'est drôle nominations aussi. tonight. Yeah. See what can happen if you don't dress people up as cats? It's that easy. Kill me. We're nearly done. Jesus. 3, it's already... Right. Écoutez-la. Last one. Come on, guys. Our next presenter starred in Netflix's Bird Box, a movie where people survive by acting like they don't see a thing. Sort of like working for Harvey Weinstein. Parce qu'en fait, Harvey Weinstein, c'était un violeur. Il était connu par tout le milieu public et les gens, ils disaient jamais rien parce que s'ils disaient quelque chose, c'était la fin de leur carrière. Et c'est ce qui a permis à ce gars-là d'être aussi atroce avec les femmes et des enfants à Hollywood pendant très longtemps. Et écoutez ce qu'il dit par la suite. You did it. I didn't. You did it. Shut the fuck up. C'est vous qui l'avez fait. Donc voilà, il dénonce. Les dénonciations, elles sont hardcore. Donc ce mec-là, il vient de nous parler de pédophilie. Il vient de nous parler du non-suicide de Jeffrey Epstein et du fait que tous les acteurs, ils voyageaient dans ces avions et ils allaient sur ces îles. Il vient de parler aussi de leur complicité, d'accord, via le silence sur tous les crimes de Harvey Weinstein. Donc, il vient de balancer ça. Et maintenant, écoutons ce que Florence Foresti avait à dire pendant la cérémonie des Césars 2020. Alors, je sais que beaucoup pensent qu'elle parle de Polanski. Et les médias, ils ont tout fait pour faire en sorte à ce que le public perçoit ça comme une révolte de la part de Florence Foresti contre Polanski. Canal+ eux-mêmes, ils ont supprimé cette vidéo de leur chaîne. Donc, maintenant, on va regarder le petit bout ensemble et on va voir. Bonsoir mesdames et ah si, il en reste. Bonsoir messieurs. Peut-être qu'ils ont un bracelet électronique. Bon. Peut-être qu'ils ont un bracelet électronique. Ça vous rappelle quelque chose, ça? Mais écoutez, bienvenue, hein, bienvenue à la dernière, Lapsus, à la dernière. De la même manière que Ricky Gervais, il disait tout à l'heure que c'est les derniers Golden Globe. Là, elle dit que c'est les derniers César. Sous-entendu, mais c'est un lapsus volontaire. On réécoute. Écoutez, bienvenue, hein, bienvenue à la dernière, à la 45e. Voilà. Je fourche tout ça. C'est un problème. À la 45e cérémonie des Césars, je suis très heureuse d'être là. Enfin, très heureuse. Non, c'est pas le mot qui prédomine. Ah, c'est pas le sentiment premier, hein, heureuse. Non, je suis, on va dire, je suis très
Ben, je suis très courageuse d'être là. Parce que, dis donc, elle a bien choisi son année, Foresti, pour faire son retour ou pas? Alors, tu confonds MeToo et la pédophilie. Je ne suis pas certain. Je ne suis pas certain que je confonds. Regardons la suite et remettons tout ça dans le contexte parce que justement, les médias, ils voulaient que les gens perçoivent qu'elle parlait de ce phénomène-là, en fait. C'est-à-dire des agressions contre les femmes et tout ça, tout ça. Écoutez. Et puis, on va regarder même un petit bout en bonus si vous ne me croyez pas. Ah ben ça s'appelle le pif, hein. Elle s'est dit 2020, c'est pour moi, bien sûr. Oui, non, parce que moi, j'ai accepté il y a très longtemps. C'était bien avant la tempête. Alors, au début, je voulais pas. Elle parle quoi, du coup? Tu vois? MeToo, pédophilie. Pourquoi elle parle de tempête? Vous comprenez? La tempête, de quoi on vient de parler dans l'article jusqu'à là? De tempête. Elle vient, je le remets. La tempête. Alors au début, je voulais pas. Putain, j'aurais dû rester Je là-dessus, remets je le savais, ça dans le s'appelle contexte. pif, hein. Elle s'est dit 2020, c'est pour moi, bien sûr. Oui, non, parce que moi, j'ai accepté il y a très longtemps. C'était bien avant la tempête. Alors au début, je voulais pas. Putain, D'accord. j'aurais dû rester là-dessus, je le savais, je le sentais pas. Enfin, c'est-à-dire, j'ai dit non. Écoutez, vous êtes gentil, mais je ne refais jamais 2 fois la même chose. Je l'ai déjà fait, c'est une question de principe. Moi, non. Ils ont insisté. J'ai dit non, hors de question. Ils ont dit, il y aura Vincent Cassel dans la salle. J'ai dit oui, il faut absolument que je le fasse. Qui d'autre? Évidemment, donc voilà pourquoi je suis là. Alors bizarrement, cette année, contrairement à il y a 4 ans, j'ai reçu beaucoup de messages de soutien. Énormément d'encouragement de la part des gens du métier. C'est très gentil. Beaucoup de textos, des gens que je connais à peine. Bonne chance, bon courage. On est avec toi. Enfin, on ne sera pas dans la salle, mais on est avec toi en pensée. Perds pas espoir, tu vas t'en sortir. Je me suis passé un petit IRM parce que mais j'ai eu l'impression d'avoir le cancer, franchement. Mais tous les marqueurs étaient au rouge. Je veux dire, on m'a refusé un crédit à la banque. Ça a pris des proportions, cette histoire. Mes proches se sont inquiétés pour moi. J'ai commencé à recevoir des fleurs pour la cérémonie, des chocolats. Je veux dire, il y a même une cagnotte litchi qui s'est ouverte, il paraît. Si, en soutien, 112 €, on a collecté déjà. Faut rester en vie, Foresti, ça s'appelle, si vous voulez participer. Et puis alors, même dans la rue, les gens m'arrêtaient. Les gens que je connaissais Bref, pas, ça se voyait, on avance, on va à 3 minutes 25. Vous avez compris, à l'approche de la cérémonie, là, ces derniers mois, j'ai vécu comme une expérience de fin de vie par anticipation. Non, mais c'est pas désagréable, franchement, En fait, j'ai l'impression, parce que je connais pas bien toutes les personnes qui fait partie, qui fait pas partie, j'ai l'impression que Florence Foresti fait partie de cela. Et du coup, dans ce discours, elle dit exactement la même chose que Ricky Gervais. Et elle y va plus fort, Elle y va plus fort. Elle est en train de lancer des signaux d'alerte super importants. Alors, vous vous dites, oui, c'est le mouvement MeToo où il parle de Polanski, il parle de ça. Alors, rappelez-vous, état profond, rappelez-vous les satanistes, rappelez-vous de toutes ces choses-là. Pour préparer cette cérémonie, regardons cette vidéo. J'ai beaucoup d'acteurs et d'actrices. Et c'est vrai que j'ai été souvent frappée par le décalage qu'il y a entre l'image publique. Blablabla. Et en fait, ils font une petite mise en scène avec Isabelle Adjani. Oui. Et en fait, c'est une mise en scène, ok, Florence Foresti qui va impressionner. Elle va impressionner pour la rencontrer. Elle s'attend à ce que ce soit quelqu'un de très exceptionnel ou je sais pas quoi. Et puis en fait, c'est une personne qui a des problèmes comme tout le monde. Et Adjani, elle a l'air un peu agitée, occupée. Donc, elle n'a pas trop le temps pour Florence Foresti. Tu me tutoies, hein, je préfère. Bon, alors dis-moi, qu'est-ce que tu voulais me proposer? Oui, alors en fait, je voulais vous parler de la cérémonie des Césars. Mais merde! Ah! Il n'y a plus de dosette. Voilà, en gros. Et on arrive au moment où, en fait, Isabelle Adjani, elle est en train de prétendre qu'elle est trop occupée pour faire partir Floresti. Je sais compter, monsieur. Oui, bon, moi, je veux bien de j'avance. Voilà. Merci. Voilà, et du coup, elle sent qu'elle gêne, elle s'en va. Regardez maintenant, expliquez-moi la raison pourquoi une telle chose est nécessaire. Regardez la suite. Merci, j'espère.
C'est vous m'avez menti. Vous êtes devenu fou. Vous allez arrêter de crier. Vous allez vous calmer. Elle est partie. Marco. Mais tu arrêtes. Camille, c'est la camisole, hein? Attention. Je vous dis qu'elle est partie. Voilà. Elle est là. Je suis pas folle, vous savez. Bonsoir. D'accord, vous avez compris? Vous avez compris ce qu'elle vous dit? J'ai un petit peu la chair de poule, en fait, juste à regarder cette vidéo. Vous comprenez comment elle envoie publiquement l'autre message? Donc là, on comprend un petit peu mieux. Quand on prend tout le contexte, le discours de Foresti plus ça, on sait très bien que Foresti, elle parlait ni de MeToo, du mouvement MeToo, ni de Polanski, ni de quoi que ce soit d'autre. Elle a parlé bien de la tempête. Eux, ils sont au courant des choses que nous ne sommes pas censés être au courant. Maintenant, nous le sommes parce que nous creusons, nous sommes des soldats numériques, nous nous sommes unis et nous avons commencé à essayer d'améliorer notre compréhension de ce qui se passe. Eux le savent, hein, parce qu'il faut savoir quelque chose, que dans la société, tu peux monter, sauf qu'il y a un moment où il y a un plafond. Pour passer au-dessus, il faut que tu entres sous le contrôle d'eux. Et c'est ce qu'on appelle vendre son âme au diable, littéralement. Si tu veux dépasser ce plafond, il y a toute une structure qui bloque. C'est comme un plafond. Et si tu veux aller plus haut, soit tu passes ce plafond-là en vendant ton âme au diable, et du coup, tu peux monter sans fin, soit tu restes en dessous. D'accord? C'est le monde dans lequel nous vivons, il est construit de cette manière-là. Et du coup, tous ceux qui sont tout là-haut, il y a beaucoup de cas de musiciens, d'acteurs, etc., qui parlent d'avoir vendu leur âme au diable. Donc, et puis, il faut bien comprendre ce qui est le diable, ok? Il n'y a pas un gars rouge avec des cornes et une queue pointue qui débarque devant eux. Hein. Non, c'est des gens qui leur disent, tu vas aller plus haut, ouais, mais par contre, il va falloir que tu respectes ça, et que tu écoutes et que tu fasses ça et ça. Et ça, dans Hollywood, ça se passe à fond en France, partout dans le monde. C'est triste, mais c'est comme ça. Et du coup, le signe, enfin, le message, là, il est clair. Il est clair. Donc, cette vidéo-là, je ne l'ai pas mis dans l'article, mais j'aurais dû peut-être. Vous ressentez la peur dans la salle des Césars et celle des Golden Globes? Parce que quand vous voyez les acteurs, ils réagissent en mode « Oh, wow, ils sont gênés, ils ont un peu peur. Parce qu'ils savent ce qui les attend. Et ils savent que c'est inévitable. C'est pour ça, rassurez-vous, quoi qu'il arrive, ça va aller. Encore une fois, le problème, ce n'est pas le combat actuellement, est-ce qu'on a gagné ou pas, c'est comment on fait pour dévoiler ça au public sans les fracasser. Parce que la vérité qui va être dévoilée, elle n'est pas facile à digérer. D'accord? On en est là. On n'est plus au point du on cherche. Si l'on n'avait pas gagné la guerre, il n'y aurait jamais eu les révélations. Jamais. Une vérité atroce va voir le jour très bientôt. Elle apparaîtra en petits morceaux car elle est difficile à digérer d'un seul coup, même pour ceux qui s'estiment éveillés. Le réseau satanique mondial qui nous emprisonne depuis très longtemps est en train de tomber. Encore une fois, cette vérité n'aurait jamais vu le jour si la guerre n'était pas déjà gagnée. Gardez toujours ça en tête. Aux États-Unis, donc on a dit c'est là où ça se passe, c'est l'épicentre du mal, d'accord? Aux États-Unis, les gens se réveillent de plus en plus vite. La réélection de Donald Trump est une évidence, malgré ce que les médias essayent de vous faire croire. N'oubliez pas que les sondages donnaient Hillary Clinton gagnante à 90% la veille des élections de 2016. Les sondages disaient 90% Hillary, 10% Trump. Qui a gagné les élections? Rappelez-vous de ce qui s'est passé en Californie où l'État avait interdit les feux d'artifice pour le 4 juillet, jour d'indépendance, sous peine d'amende qui tapait les $50 000. Voici la réaction des Californiens.
il y a eu un record qui a été battu en termes de feux d'artifice dans un contexte où l'État l'a rendu illégal avec une amende de 50 000 €. Ça, c'est les gens. Est-ce qu'ils dorment, les gens là-bas, vous pensez? Il y en a, et ça, c'est qu'une vidéo. Hein. Je peux vous montrer une série. Juste tapez Californie Fireworks 4 July en anglais, quoi. Et vous verrez plein de vidéos. Voici un autre exemple qui montre que les Américains sont en train de faire leur choix. Ce qui s'est passé avec Goya est simplement génial. Les gens sont carrément en train de troller l'État profond. Donc, la vidéo de ce petit bout, c'est ce qu'on est en train de tourner maintenant. Donc, Goya, c'est quoi l'affaire Goya? Donc, Goya, c'est une compagnie qui produit des produits, de la nourriture, quoi, des boîtes, des sauces, des trucs comme ça. Et c'est une compagnie qui est tenue par un hispanique, d'accord, un portoricain, je pense. Et le président de la compagnie, il est allé à côté de Trump, ok, pour dire je me sens béni d'avoir un leader comme Trump. D'accord? Mais qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Ben, en fait, les opposés, donc l'État profond, pour salir l'image de Trump et dire « Ah, Trump, c'est un raciste et tout ». Du coup, le gars qui soutient Trump est un raciste aussi. Ils ont commencé à dire « Il faut boycotter les produits de Goya ». D'accord? Les mêmes Américains qui parlent, enfin, les mêmes démocrates qui parlent d'immigration, il faut respecter, machin, blablabla, ils prennent la plus grande compagnie d'un hispanique, ok? Et ils disent, il faut la boycotter. Et sa compagnie, à lui, nourrit des milliers d'hispaniques. D'accord? Donc, ceux qui sont censés être défendus par les démocrates. Et du coup, les démocrates, pour décrédibiliser Trump, ils ont voulu décrédibiliser cette personne-là, le président de la compagnie Goya. Résultat des courses, ce boycott, alors je vais vous montrer 6,47. Ce boycott, il a eu pour résultat, enfin, les démocrates ont demandé le boycott. Qu'est-ce qui s'est passé? Le jour même, les vitrines qui avaient les produits Goya se sont vidées. Elles se sont vidées. Donc, l'État profond voulait qu'on attaque ce mec-là et les Américains, pour montrer leur soutien, ils sont allés, ils ont vidé tous les rayons. Donc, à 7 minutes 03, on va voir les autres photos. Hop, 7 minutes 03. Donc, ils ont commencé, pas seulement ils ont vidé, mais ils ont commencé à faire des photos avec des petits messages et ils ont publié ça dans les réseaux sociaux. 7 minutes 8. On y est. Donc, on retourne. Et là, il y a carrément des missions caritatives, d'accord, qui ont commencé à acheter et à demander aux gens d'acheter des produits Goya pour les distribuer à ceux qui n'ont pas assez pour manger. Donc, ils ont pris l'attaque des démocrates qui cherchaient à décrédibiliser Trump et ils l'ont tourné complètement contre. Et donc, maintenant, les vitrines sont vides. Donc déjà, Goya, maintenant, elle se trouve gagnante parce qu'elle va devoir, elle a augmenté complètement ses ventes, genre elle a explosé, quoi. Eux, ils voulaient détruire la compagnie, les Américains, ils lui ont donné une nouvelle naissance. Et ils ont commencé à dire, moi, je vais consommer plus que des produits Goya, juste pour faire chier ceux qui essayent de me dire ce que je dois penser. D'accord? Ils ont choisi. C'est comme si en France, ils nous disaient de porter les masques, d'accord? Et que tout le monde, d'un coup, se mettait à aller exprès dans des endroits fermés sans des masques, juste pour les troller. Je ne dis pas qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse, je dis c'est ce qui se passe aux États-Unis en ce moment-là. Les gens, ils sont en train de faire l'exact contraire de ce qu'on leur dit. Le problème en France, c'est que nous, notre gouvernement, il n'est pas du bon côté. Là-bas, il est du bon côté. Donc, les gens, ils ont le soutien du gouvernement. Vous voyez, donc il faut faire attention à ce qu'on fait en France. Trump bat des records dans ses meetings
alors que Biden, le candidat opposé à Trump, n'arrive même pas à remplir une petite chambre. Donc ça, c'est un fait. Alors, je voulais vous montrer cette vidéo-là de Trump qu'on avait vu vite fait hier. Mais il y a quelqu'un qui me dit que c'était une vidéo de 2017. Donc, bon. Peut-être c'est une vidéo de 2017, je ne sais pas, peut-être. Du coup, on va mettre ça entre parenthèses et il faudra la checker. Mais dans tous les cas, Trump, il est loin devant. Et bien sûr, les sondages, ils disent le contraire. Mais qui contrôle les sondages? Et à quoi servent les sondages? Est-ce que les sondages sont là pour voir ce qu'on pense ou pour nous dire ce qu'on doit penser? Vous comprenez? La veille de l'élection de Trump, les sondages donnaient Hillary gagnante 90%. Voilà. Donc, tout est en place. L'absence de Q. Le Where we go one, we go all du général Flynn. Le tweet de Jeff Sessions de ce 14 juillet. La garde nationale activée. Rappelez-vous, avec les Black Lives Matter, Trump a réussi à mettre la garde nationale partout aux États-Unis pour être prête au cas où, pour protéger les citoyens au cas où il y a un sale mouvement de l'État profond. D'accord? Et ça, c'était annoncé en 2018. Ça a été mis en place. C'était le dernier signal qu'on attendait, en fait. La garde nationale, donc, elle est activée. Le contexte légal, il est là aussi. On vient de le voir avec l'annonce qui a été faite hier soir. Donc, Ghislaine Maxwell, qui doit rester en prison jusqu'à son jugement et que l'État a jusqu'en novembre pour présenter les faits. Donc, ils sont obligés de les présenter et ils vont les rendre publics. Je ne m'inquiète pas pour ça. Tout est en place et l'heure est venue. Dans les semaines et mois à venir, la réalité va devenir de plus en plus imprévisible et difficile à comprendre. Pendant cette période, voici ce qu'il faut toujours garder en tête. La sortie du tunnel est devant. Derrière, il n'y a que l'obscurité. Nous sommes en guerre d'information. Les médias de masse vont propager la propagande puissance max. La désinformation domine, y compris au sein des médias alternatifs. Les médias sociaux ont des soldats numériques qui servent l'ennemi. Les commentaires seront infiltrés également, ici y compris. Il y a un mois de ça, il y avait 500 personnes ici. Là, on est à 4200. D'accord? Merci à vous tous. Cliquez sur like et partagez, s'il vous plaît, c'est important. Donc, on grandit. D'accord? Et dans les commentaires, je remarque qu'il y a des gens qui viennent raconter tout et n'importe quoi. D'accord? Rappelez-vous, les commentaires, c'est un piège. C'est possiblement un piège. Et ne perdez pas votre temps à combattre les trolls. Il va en avoir des trolls. Et dites-vous bien que les meilleurs trolls, ce sont ceux qui se font passer pour des gens sympas. D'accord? Qui disent, ah oui, mais moi, je me pose des questions parce que machin, hop, et il te balance une connerie. Méfiez-vous. La vérité sera attaquée. Ils vont essayer de créer le chaos et la peur. Ils vont tout faire pour résister. Leur survie en dépend. Gardez tout ça en tête. Si une information vous stresse ou elle vous fait peur, c'est que vous avez oublié un des points précédents, mais surtout, vous n'avez pas encore compris que le combat a déjà eu lieu et nous avons gagné. Ce à quoi nous assistons maintenant, c'est la période des révélations. Quoi qu'il arrive, gardez les yeux vers la sortie du tunnel.